École normale supérieure. Savoir en multimédia. Notre deuxième séance, nous avons eu une première séance pour ceux qui rejoignent notre aventure du séminaire de George Steiner. La première séance était consacrée dans la poétique de la pensée à une approche générale du thème, avec à travers Ovide, à travers Lucrèce, à travers les présocratiques, notamment Empédocle. Et M. Steiner va faire aujourd'hui donc une deuxième séance sur dialogue et dialectique, sachant que l'organisation est à peu près comme suit. Donc, M. Steiner parlera pendant environ 1 heure. Et ensuite, évidemment, la discussion sera ouverte pour des questions, pour des réactions de votre part. Et après, on pourra se retrouver autour du pot du savoir, de la dialectique et de l'amitié, après, qui est déjà préparé. Donc voilà. Je suis confus pour ceux qui sont debout. Ce n'est pas de ma faute, mais c'est de ma faute. Et ce qui est l'exemple même d'une dialectique. Héraclite le proclame, Hegel le systématise. Toute pensée sérieuse engendre une contradiction, voire une négation. Toute thèse contient en elle-même son antithèse, donc la pensée est inévitablement en conflit. Le mot grec, c'est agone. En conflit avec elle-même, une voix contestataire qui est à la fois la sienne et celle de l'autre. Émettre une pensée signifie entrer en dialogue, ou plus formellement, elle est de nature même dialectique. Il est concevable que les modes archaïques de chants rituels, d'éloges funèbres, d'hommages aux héros et aux athlètes vainqueurs, comportaient une structure binaire. Dès le début, chant et contre-chant, strophe et antistrophe. Selon les hypothèses actuelles, l'origine de notre dramaturgie en Occident serait l'échange entre une voix individuelle et les réponses du cœur. Au début, il y a un protagoniste et il y a le cœur. Le rajout d'un second, puis d'un troisième acteur aurait été tardif et persiste dans Échille comme les traces d'un monodrame. Le dialogue fleurit dans Homère, dans les débats, véritables joutes entre Agamemnon et Calchas, entre Agamemnon et Nestor, entre Priam et Hector, instance strictement incomparable qui n'a jamais été égalée, le débat entre Achille et Ulysse, entre Priam et Achille. Les historiens grecs sont des virtuoses du dialogue. Dialogue, bien sûr, imaginaire, tel celui entre les Athéniens et les Méliens dans Thucydide. Un débat sur le massacre d'une ville entre les conquérants et ceux qui vont être les victimes. Débat serré, concentré, presque formel dans sa logique. Et d'autres peuples, depuis le monde ancien, il y a là des commentaires admirables de Cicéron, d'autres peuples commentent cette passion pour le débat qui leur semble définir la civilisation de la polis grecque. Entre tous les hommes, les Grecs aiment la joute oratoire, le débat. Le sophiste Gorgias se vante de pouvoir à tout moment prendre le contre-pied exact et complet à ce qu'il vient d'affirmer. Sa technique est au plus haut degré celle de l'avocat qui peut, d'après les circonstances et le paiement, être accusateur et défenseur, plaider pour et contre avec égale conviction.
Sous-tend cette acrobatie rhétorique, ce déroutant jeu d'esprit, la mise en doute ontologique, la mise en doute de toute vérité possible, la relativisation de toute évidence, mise en doute dont les conséquences dans toute nuance possible sont intégrales au mouvement sceptique, au cynisme, à d'autres écoles philosophiques. Le plus beau mot pour caractériser cette cadence du doute, c'est bien sûr celui de Montaigne, l'ondoyant de Montaigne, qui remonte à cette tradition. Souvent, dans ces brèves rencontres, je signale en marge, à l'horizon, le grand contraste. Ce n'est pas du tout une tradition hébraïque. Il n'y a pas à Jérusalem la tradition, un grand héritage du débat dialectique. Le pile-poule, le mot technique pour les disputes autour de la Torah, sont des disputes d'interprétation et puis on se met d'accord. C'est tout à fait différent. On dégage ce qu'on croit être la vérité canonique. Ce n'est pas du tout le cas grec. Le dialogue a sa poétique propre, toujours celui d'un arrière-fond d'oralité. On pense, on discute à haute voix. L'oralité, et n'oubliez pas, pardonnez, c'est une banalité, mais Homère est infiniment plus proche de notre Beckett que ne l'est Homère des débuts de la littérature. Homère est à 10 000 ans, probablement, des débuts de l'oralité. Les 4 000 ans depuis, c'est un clin d'œil. C'est l'oralité qui préside au mythe, au développement de l'argument. C'est le mystère de la voix humaine. C'est ce mystère de la voix qui se lève et le contre-champ d'une autre voix. Donc, oralité, nous verrons combien c'est important. Et tout comme la musique, le dialogue est composé de cadences, de thèmes en contrepoint, de rythmes. Il connaît des grands airs. Au milieu d'un dialogue, des solos magnifiques, élaborés, ornementales. Il connaît des modulations rapides, des scherzos, nous en verrons des exemples, des véritables accélérandos d'arguments. Il connaît des trouvailles, des étincelles d'ingéniosité verbale, le pas de deux des disputants. Oui, il y a une chorégraphie, nous le verrons, du dialogue. C'est un pas de deux au sens le plus profond de cette phrase chorégraphique. Avant tout, le dialogue est forma aperta, forme ouverte. Souvent, l'argument reste en suspens. Il y aurait toujours plus à dire. Le dialogue ne se termine pas, vraiment. La porte reste ouverte. Le dialogue pour abstrait, même scientifique, et j'espère vous en présenter des exemples aujourd'hui, qu'il soit, est toujours drame. Il est théâtre des idées, avec ses entrées, ses sorties, ses coups précisément de théâtre, ses données tragiques ou comiques, souvent ses mises en scène cruciales, la prison, le banquet, Venise à la fin du Tramonta, Venise à la tombée du jour, nous le verrons. J'ai remarqué la dernière fois, Platon débute en écrivant des tragédies. D'après les dernières listes sur ordinateur de la Library of Congress à Washington, le nombre de livres, pas d'articles, de livres modernes sur Platon atteint 15 000. 15 000 livres de commentaires sur Platon. Et chaque semaine, il en paraît, vous le savez, des douzaines de plus. Mais, et c'est toujours ce qui
étonne le profane. Les grandes questions, on ne les pose pas. On s'acharne sur les petites. Nous n'avons pas l'œuvre maîtresse qu'il nous faut sur Platon, suprême dramaturge, suprême homme de théâtre, créateur de personnages, qui rivalise pleinement avec Shakespeare. Hormis peut-être Hamlet, la création de Socrate par Platon n'a qu'un rival, celle de la création de Jésus de Nazareth par les soi-disant témoins et les évangiles. Ce sont les trois fictions suprêmes, the supreme fictions, comme a dit le grand poète Wallace Stevens, dont nous parlerons la prochaine fois. Avoir créé Socrate. Car quand vous prenez le Socrate de Xénophone, probablement infiniment plus véridique, c'est un monsieur très ennuyeux, mais très ennuyeux. Et le génie inépuisable du Socrate de Platon, c'est un acte de création dramatique, c'est un acte de création, d'invention au sens le plus profond. Mais il y a tant d'autres personnages, des centaines, une régie d'une complexité, d'une richesse. Ion le rhapsode, un peu ridicule, profondément émouvant. Thrasymach le furibond, le miles gloriosus de l'argument. Les velléités de trahison chez Critias. Là, je voudrais rester avec vous, mais je n'exagère pas. Des mois entiers simplement à étudier de touche en touche, on commence à deviner que Critias va trahir Socrate. C'est fait avec une subtilité infinie. Au début, on croit que c'est un ami, un allié, un supporter, et puis doucement, doucement, comme chez Proust, se prépare la trahison de Charlus, la mort de Saint-Loup. Pas après, Critias va se révéler un dangereux, un mortel ennemi. L'inconquérable Protagore, devant lequel le jeune Socrate éprouve un respect profond. Il n'ose pas, au fond, avoir raison. C'est fait avec une délicatesse, une courtoisie de cœur, une courtoisie de cœur. Il tombe dans des trappes presque volontairement, car le grand Protagoras, il ne faut pas l'insulter quand on n'est qu'un jeune débutant, quand on est jeune dans le débat. Le jeune esclave dans le Ménon, une création unique, vous le savez, un garçon, un culte, auquel on fait découvrir un théorème en mathématiques, ce personnage du jeune esclave. Un livre qu'il nous faut sur les entrées. Qui entre quand? Qui sort quand? Quelle est la cadence exacte des entrance et exit dans un dialogue platonicien? Les absences. Pourquoi Platon est-il absent au moment de la mort de Socrate? Il y a là-dessus tellement d'hypothèses, et le grand peintre David ne peut pas supporter cette pensée. Alors il met un magnifique Platon au pied du lit. Vous connaissez tous le tableau. Il n'y est pas dans Platon. Pourquoi? On se dirait, si on est Platon, on se met là, et comment? Il y a peut-être des raisons psychologiques très, très profondes. Les entrées tumultueuses, comme celle d'Alcibiade dans le banquet, nous y reviendrons. Il n'y a que le peintre Le Caravage qui a pu entièrement faire sentir dans un tableau tout au début où un jeune Bacchus ivre s'avance vers le spectateur. C'est ça Alcibiade qui entre dans la salle. Platon et les dernières heures de son maître. Qui est l'étranger dans le grand dernier dialogue qui s'appelle les Nomoi, les lois? Il s'appelle l'étranger. Qui est-il? Il hante le dialogue entier. Serait-ce Socrate? Mais en ce cas-là, pourquoi pas le nommer? Serait-ce comme l'ombre ou le fantôme de Socrate? C'est un drame extrême,
un foisonnement de présence, de voix, de gestiques signifiantes. La trop notoire querelle platonicienne avec les poètes, leur exclusion de la police, est aussi, je l'ai déjà dit, une lutte interne. En lui-même, Platon lutte contre son propre génie littéraire, contre son génie d'homme de théâtre que menace à tout moment de déborder, de faire dévier l'argument philosophique. D'où l'importance fondamentale chez Platon du mythe, de l'allégorie, termes intermédiaires entre le poème et la dialectique. Le Phédon est un long adieu admirablement lyrique au poète qu'aurait pu être et qu'a été Platon. Tout le Phédon, il dit adieu au poète en lui-même. Adieu que va mettre en doute non seulement la structure du banquet, mais les rôles joués par Aristophane et Agathon, nous le verrons. Mais le métaphysicien, le théoricien géomètre, ne l'emportera jamais définitivement sur le poète. D'où des passages déroutants dans l'œuvre platonicienne. J'ai dit, les lois, c'est le dernier dialogue, le plus long, le moins lu en raison de son noir despotisme, de son apologie de la censure, du supplice infligé aux opposants, prévision des inquisitions à venir, épure du Conseil des 10 et du Conseil de minuit de Venise, des tribunaux nocturnes, des cachots, majestueux de par le dégoût que ressent Platon après sa défaite en Sicile et à la lisière de la mort, devant toute utopie littérale, devant toute confiance faite à l'homme dit libre, source de Machiavel, de Hobbes et de Demestre. Et là, nous arrivons à un passage, merci des 15 000 volumes, il n'aide pas, un passage qui me semble clé et qu'évite tous les commentaires, même un commentateur mot à mot, comme le grand Léo Strauss. Les poètes tragiques offrent une présentation de leur art dans la nouvelle cité. On veut vous montrer ce qu'on peut faire. C'est touchant de candeur et d'ambition. Nous sommes des gens très très bien, on veut vous montrer ce que c'est qu'une belle tragédie. La réponse est d'une politesse glaciale. Nous n'avons pas besoin de vous. Nous qui sommes auteurs des lois, je cite, et institutions de notre nouvelle ville, nous avons représenté mimesis tu calistou, caiaristou bion, ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai dans la vie. C'est la tragédion à l'esthéticienne, la plus véridique, la plus authentique des tragédies. Récemment, on publie en France un papier très érudit et qui fausse tout simplement le texte grec pour se sortir de l'argument. Il faut dire on n'a pas besoin de spectacle, mais non. Le mot grec est sans ambiguïté. Tragodian à l'esthétien. Créer une ville, écrire une constitution, c'est ce qu'il y a de plus tragique. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin, merci bien, de vos tragédies. Qu'est-ce que ça veut dire? Certes, il y a une esthétique du politique, une poétique, poésis, dans la théorie politique et juridique. Mais pourquoi le mot tragédie? Serait-ce une allusion voilée, mais infiniment sombre, au destin qui attend toute fondation sociale et politique, à son inéluctable effondrement? Toute construction humaine, fût-elle Troie ou Syracuse, ou Athènes, Jérusalem, est vouée à la ruine. Je suis tenté par cette hypothèse, mais est-ce là une pensée platonicienne? Je ne peux pas du tout l'affirmer. Je n'ai aucune réponse, comme dit René Char, dont nous parlerons beaucoup la semaine vendredi.
n'est pas minuit qui veut. Et pour comprendre ce qui se passe à ce moment, ça dépasse tout à fait mes moyens. Les dialogues d'Aristote sont perdus. Ils étaient apparemment nombreux. C'est difficile à imaginer, car pour moi, la sensibilité d'Aristote, c'est l'antidialogue. Mais cette forme aura jusqu'à nos jours une richesse immense. Les traits richeurs du dialogue. Après Platon, le dialogue n'a jamais cessé. Nous oublions qu'il y avait des dialogues théologiques importants et métaphysiques au début de la grande pensée scolastique. Dans la bibliothèque de Cluny, il y avait un exemplaire de Cicéron, il y avait Justin, Athanasius, Boès et Saint-Augustin, avec beaucoup de matériel, indirect bien sûr, sur le dialogue. Et voilà que vers 1140 éclate un des chefs-d'œuvre les moins connus dans notre histoire. Abélard écrit « Dialogus inter philosophum Judaeum et Christianem ». Un dialogue entre un philosophe, un chrétien et un juif. Nous sommes, je répète, en 1140. Il y a une vision onirique, une vision rêvée de 3 personnages qui viennent de 3 directions, de 3 routes différentes pour rencontrer l'arbitre, pour présenter leurs croyances, leur foi, leurs preuves. Mais il y a dans ce texte, je le commenterai dans un instant, une sorte de tristesse infiniment subtile. Le dialogue, dès le début, doute de lui-même, doute de sa puissance de conviction. Peut-on convaincre l'autre? Y a-t-il des vérités évidentes? Les 3 disputationi, partagent une foi monothéiste. Sans ça, il n'y aurait pas eu la possibilité d'un échange. Le juif se sert exclusivement, mais avec grand orgueil, de la Torah, des préceptes mosaïques sur Dieu, mysterium fascinans, augustum et tremendum. Il essaye de satisfaire aux demandes du philosophe qui dit que avant tout vous devez convaincre ma raison et que vous ne me pourrez pas convaincre de la noblesse morale du judaïsme sans aussi persuader par la raison. Et puis il invoque la misère de la condition juive à ce moment-là. Il cite le psaume 17 pour répondre, le juif cite le psaume 17 pour répondre à la courtoise mais fatale interrogation « Pourquoi votre peuple, si vous avez raison, si votre foi est justifiée, est-il dans l'abîme de la souffrance? Pourquoi est-il haï? Pourquoi est-ce qu'on se moque partout de lui ?» Le juif répond par une promesse eschatologique d'une ultime réunion avec Dieu, avec Yahvé. « Ô Dieu, je vais voir ton visage, je vais voir ta justice, je vais me réveiller dans la similitude avec toi. » Bien sûr, Dieu crée l'homme à son image, il reprend ça, c'est la promesse. L'expérience de la souffrance, de la tourmente, l'expérience personnelle d'Abélard donne à cette réponse un tact très profond. Le philosophe est d'accord que l'exclusion du juif
la souffrance ne sont pas justifiées. Se servant de son commentaire, qui vient avant cette date, sur l'Épître aux Romains, Abélard définit l'élection du peuple juif comme un acte préliminaire. Le circumcisio Abrahae va devenir la circoncision du cœur. Par comparaison, croyez-moi, le Shylock de Shakespeare est un fantoche, est un personnage presque un sinistre clown. Le philosophe refuse cet appel à l'universalité. Il voit dans le judaïsme, dans le Dieu de Sinaï, imperfectio caritatis, une charité pour toujours imparfaite. L'histoire a démontré l'inadéquation de la loi mosaïque. Et c'est pour cela, dit le philosophe dans un moment extraordinaire, c'est pour cela que nous ne croyons pas en dernière analyse à la réponse de Dieu aux interrogations de Job. L'audace qu'il fallait en 1141 pour formuler cette subtile critique défie le commentaire. Il est possible qu'il y ait eu à ce moment-là l'influence de certains penseurs islamiques qui s'étaient posé cette même question dans les débats en Espagne entre rabbins et officiers de l'Inquisition. La vera etica Christi, la vraie éthique du Christ, combine, développe l'appel judaïque à la loi morale, l'obédience au Tout-Puissant, avec la demande du philosophe pour la rationalité. Ce n'est que le chrétien qui peut affirmer que le nomos inclut le logos. Toute la dialectique métaphysique d'Abélard est maintenant cristallisée dans le summum bonum du participant à ce dialogue du chrétien. Promissio illae vitae aeternis, la promesse d'une vie éternelle dans le judaïsme est réalisée dans le texte du psaume 119, le texte qui sera un des principaux documents du christianisme d'Abélard. Et à son tour, le chrétien se tourne vers le philosophe et avec grande courtoisie engage ses objections. En disant, oui, nous aussi on croit la raison, mais nous savons qu'il y a des vérités que ne peut exprimer ni le langage, ni la logique. Et alors, et c'est Abélard au sommet de son art, il propose une prière à trois, et c'est celle du silence. C'est quand on ne parlera plus qu'on peut prier ensemble. Nous n'avons plus un tel document, avec l'exception peut-être de la pièce des Lumières, Nathan le Sage, par Lessing. Nathan le Sage, mais aussi, vous le savez, en scène chrétiens, musulmans et juifs. Il y a à Narbonne, c'est pour moi un lieu sacré, un lieu absolu, une plaque des professeurs de médecine et de chirurgie de la faculté médicale de la Narbonne au XIIIe. Les professeurs catholiques en latin, les professeurs musulmans en écriture arabe, les maîtres juifs en hébreu. Les trois langues, les trois constellations de... C'est la dernière fois. Après ça, c'est la grande horreur qui se prépare. Mais il y avait un ou deux moments de miracle. Et ce dialogue si peu connu en est un magnifique témoignage. Vous le savez, les intérêts, les passions de Galilée s'étendent immensément au-delà des sciences exactes et pratiques.
des sciences mathématiques et naturelles. C'est un très bon musicien qui s'occupe de la théorie de la musique. Il écrit sur les beaux-arts, sur la littérature. Déjà, ses contemporains étaient émerveillés par l'étendue de ce génie. On a ces notes postillées, ça s'appelle comparaison entre Arioste et Pétrarque. Il y a 2 conférences qu'il a données devant des salles pleines à craquer sur la cosmographie de l'enfer du Dante. Il donne 2 conférences à Florence en 1588. Il y a les très polémiques Considerazioni al Tasso, les considérations sur le TAS, où il exprime ses opinions sur la comparaison qui deviendra canonique, classique, entre Arioste et le TAS. Il amène à cet argument une intensité tout à fait particulière. Il trouve que l'érotisme galant, la galanterie, le badinage exquis du TAS fausse la vision d'un poème épique qui se veut héroïque. Dans l'Orlando Furioso, oui, il légitime l'invention, les hautes fictions, mais dans la Jérusalem du TAS, il y a, et le mot est intraduisible, vaneggiamento, ça veut dire un certain désordre intérieur, un éparpillement. Il y voit l'anarchie del concetto, l'anarchie du concept. Et plus tard, il va revenir à cette question. Dans le Dialogo di Massimi Sistemi, publié en février 1632, et annulé, retiré en août, c'est pas long, publié en février, retiré au mois d'août sous menace de l'Inquisition, le modèle est celui des dialogues de Platon, le grand historien de la pensée français, le galiléen par excellence, Poiré, je le cite, la forme du dialogue est aussi importante pour Galilée que pour Platon, et pour les mêmes raisons, des profondes raisons qui font partie de la conception même d'un argument scientifique en forme de dialogue. Ce grand texte voudrait persuader le profane, l'honnête homme, le courtisan, le cortigiano, de la vérité du système copernicain, quoique vérité tamisée par la prudence de Galilée. Le dialogue, pourquoi le dialogue? Mais c'est pour apprendre à penser, dit Galilée. Le dialogue, c'est l'enseignement d'une pensée honnête, du tac au tac, d'une pensée qui se corrige en plein cours d'arguments, qui se questionne, qui se met en doute, qui n'est pas le dogme, qui n'est pas l'affirmation. Et c'est une œuvre aussi, incomparablement, une critique de l'aristotélisme, du thomisme. Elle se réfère au Timée de Platon, bien sûr. L'adversaire, qui est Aristote, qui est Ptolémée, y est traité avec un fairness, un fair play, une justice, une équité parfaite et scrupuleuse. L'empirisme de bon sens, représenté, c'est peut-être là qu'il triche un peu, par un personnage auquel il donne le nom Simplicio, le simple, ça c'est tricher un tout petit peu, mais c'est quelqu'un de très bien, et qui présente des doutes tout à fait justifiés devant des systèmes de représentation mathématiques qui semblent totalement en défi du bon sens. Il y a 4 jours de discussion qui portent avec elle, cette discussion, tout un monde ancien, riche,
riche de sens implicite, ça reste, dit le grand critique Giorgio Santayana, ça reste peut-être le chef-d'œuvre du baroque, qui procède parfois par des sauts dramatiques abrupts, par des moments d'humour, et qui nous fait sentir, et c'est ça qui est très difficile à faire, à la fin de chaque jour une certaine fatigue. C'est très fatigant de penser à ce niveau-là. Et Galilée traduit un peu la détente. Vers la fin de chaque chapitre du dialogue, on se laisse aller un peu. Sagredo est un personnage historique, il est le hôte de cette rencontre, un bon vivant, un amateur au beau sens de ce mot. Le mot amateur devrait dire celui qui aime. N'oubliez jamais, c'est ça le sens du mot amateur. Un amateur. Le dialogue est profondément philosophique, mais va fonder la science de la dynamique. Les problèmes implicites sont ceux de l'ontologie, de la théorie de l'être, de la théorie du sens épinestologique. Quelles sont les relations entre la perception physique, l'œil, et la compréhension? À quel égard est-ce qu'une analyse mathématique peut-elle être contre-intuitive? Peut-elle se libérer de l'empirisme? Tout comme celui de Bergson, l'univers de Galilée est fondé sur un élan vital, sur l'énergie du changement. Tout est en mouvement. Et vers la fin, nous sommes devant une très grande et très discrète poésie. Les interlocuteurs vont se saluer avec infinie cortésia pour respirer, je cite, la fraîcheur de nos soirées dans la gondole de Salviati. Salviati met à leur disposition sa gondole patricienne pour que ceux qui ont pendant 3 jours participé à cette joute difficile. Et il y a là une touche, un motif qui pourrait être chez Platon, et une ombre tragique. Pèse sur ce dialogo, tout comme sur le banquet de Platon, tout comme sur le Phédon et le Critias, l'ombre du désastre à venir, l'ombre de l'Inquisition qui va bientôt s'abattre sur Galilée. Le grand philosophe des Lumières, Hume, était plus rusé. C'était un Écossais avec une maîtrise infinie des stratégies politiques. C'était un des plus grands penseurs, sans aucun doute, mais un homme qui voulait une vie tranquille avant tout. D'où sa célèbre querelle avec l'impossible Monsieur Rousseau, qui est venu prendre refuge chez Hume. Ça, on met de côté, mais c'est magnifique. C'est une des mauvaises rencontres dans l'histoire de la pensée. Hume est plus adroit que Galilée. Il est des parties de ces dialogues concernant la religion naturelle qui datent de 1751. La catastrophe de Lisbonne, le tremblement de terre de Lisbonne de 1755, fonde la théodicée de la question d'une justice providentielle, de l'amour de Dieu pour l'homme, des problèmes violents à travers l'Europe philosophique, dans toute la conscience philosophique européenne. Nous n'avons qu'à penser à Voltaire et à Leibniz. Ce tremblement de terre, et on y pense beaucoup ces jours-ci, évidemment, remet en question natural religion, la religion naturelle, comme l'appelle Hume. Hume ne publie pas. Et il n'y avait pas d'inquisition en Angleterre. Mais néanmoins, il ne publie pas. C'est un monsieur qui veut qu'on lui fiche la paix. Il laisse le manuscrit, mais il y revient juste avant sa mort
Le manuscrit avait circulé à Édimbourg, on en parlait déjà beaucoup à Londres. De moment en moment, Hume dit maintenant je vais le faire imprimer. Puis il dit je n'ai pas trouvé un bon éditeur à Londres. Plus qu'une fois, Hume déplore sa propre abstinence devant ce qui serait peut-être une réponse à des théories théodiciennes naïves, mais finalement, il laisse des instructions formelles à ses légataires que ce texte soit publié 2 ans après ma mort. J'aime beaucoup ce 2 ans. Mais pourquoi 2 ans? Je me suis toujours demandé, est-ce que je pourrais ressusciter avant? Je ne sais pas. 2 ans après ma mort. Les dialogues apparaissent en 1779, et puis silence, puis ils réapparaissent en 1804, et sont reconnus comme le chef-d'œuvre qu'ils sont. Toute la dramaturgie de Hume dépend des fameux dialogues philosophiques de Lucan. Influence énorme, citée par les érudits dans 100 imitations en anglais entre 1660 et Hume, par Dryden, par Shaftesbury, par Berkeley avant tout. Référence à Platon et au platonisme dans le débat tel que le voit Hume. Mais le modèle qui prévoit, le modèle qui l'entraîne, c'est celui du De Natura Deorum de Cicéron, avec ses échanges entre un sceptique, un stoïque et un épicurien. La triade de Hume, Cléantès, largement calqué sur l'évêque Butler, Déméa et Philo, la voix la plus proche à celle de Hume, nous ramène au dramatis personae de Cicéron. L'argument doit suivre the natural spirit of good company. Pas facile à traduire. L'esprit naturel, l'ambiance naturelle. Good company, ce n'est pas la bonne compagnie au sens social, ça veut dire une certaine confiance mutuelle. On ne veut pas se trahir l'un l'autre. Il n'y aura pas de Critias pour partir dans la nuit trahir Socrate. Good company. Et une urbanité détendue cicéronienne. Le site, c'est la belle bibliothèque de Cléante, et les dialogues touchent tout le temps au livre de la nature et au livre de la vie. The Book of Nature and the Book of Life. Le narrateur écrit un petit prélude aussi complexe, aussi contradictoire que la dialectique même. Panfilio remarque, oui, je cite, le dialogue est une forme inférieure à une exposition maîtresse et systématique. Mais pour traiter de thèmes, faites attention, qui sont à la fois évidents et importants, mais obscurs et incertains, nous avons choisi the provisional fluidity. La fluidité, c'est un mot laid, ça marche pas si bien, l'écoulement provisoire. Et puis, il prend le mot italien d'une conversazione. Il n'arrive pas, il dit, prend le joli mot italien, la fluidité, l'ondoyant, le courant urbain d'une conversazione, d'une mondanité tolérante. Et l'art du style de Hume permet une différenciation subtile mais riche de tonalité. Cléante aime être orateur, à la manière un peu ecclésiaste et épiscopale. Déméa, le fondamentaliste, parle dans le langage le plus quotidien. Philo, c'est un philosophe. C'est celui qui connaît l'enquête concernant les principes de la morale de Hume lui-même. Et à un moment décisif, dans la deuxième partie, voilà que vient le nom qu'on attendait, le plus grand génie
peut-être l'homme le plus sublime qui a jamais existé, Galileo Galilei. Voilà, le nom vient, on espérait qu'il viendrait, et Hume le place admirablement à ce moment-là. Et la défense de l'hypothèse copernicienne par Galilée, c'est le modèle du dialogue de Hume. Il conclut en disant que le mouvement du questionnement, c'est comme le mouvement de la lune au milieu d'une nuit très calme parmi les nuages. Hélas, il ne me reste pas beaucoup de temps, parce que le sujet est immense. Platon m'ennuie, l'ennui étant une des tactiques clés de M. Paul Valéry, qui va à chaque moment imiter Platon, qui va écrire les dialogues platoniciens les plus intéressants dans la littérature moderne. Dans un sens totalement différent de celui du baroque, Valéry était un poète métaphysique, nous le savons. La philosophie le passionnait, ainsi que les mathématiques de Poincaré, les paradoxes logiques mathématiques sur l'infinité de Zénon, la constante présence de Descartes. Bergson lui-même, un mathématicien très fort, comme source et stimulus polémique. Les adversaires, il y a une très méchante citation de M. Cyran, que Valéry est simplement un mathématicien raté. Très intéressant parce que Valéry n'aurait pas dit non. Valéry dit encore à la fin de sa vie, c'est son grand regret. Il n'a pas été assez intelligent, assez fort pour faire des mathématiques. Anecdote momentanée, vous me pardonnez, c'est une mauvaise habitude, l'anecdote, mais ça permet l'amitié. J'arrive terriblement jeune et bête à un point à l'Institut à Princeton, et la coutume exigeait que le nouveau, le tout jeune, le seul, serre la main aux immortels. La plupart des immortels étaient très gentils. Et un grand monsieur, je suis André Weil. Nous aurons, il a dit en français, très peu à nous dire. Je dis, monsieur Weil. Alors je voudrais vous dire une chose, et ne l'oubliez pas. Ceux qui ont un peu d'intelligence font la théorie du nombre. Ceux qui ne sont pas très intelligents, tels que moi, André Weil, ont fait la topologie algébrique. Le reste, monsieur, c'est de la merde. Et avec cet accueil, j'entre à l'Institut à Princeton. C'est encourageant. Mais on voit très bien que depuis Platon, qui met sur son académie, il faut être géomètre, ce rêve des mathématiques va hanter certains très grands philosophes et poètes. Valéry aimait avant tout la contrainte. Ce qui est plus beau, c'est le despotisme de la contrainte. Un magazine très riche, rutillant de luxe, lui propose une somme très importante, oui, ça compte, pour écrire un texte composé exactement, c'était Berluon, de 115 800 caractères. C'est le contrat, nous l'avons. 115 800 caractères pour une mise en page de grand luxe, où chaque ligne doit avoir... Et au lieu de leur dire « allez au diable », il accepte. Il accepte, et ce jeu meurtrier le fascine. C'est Eupollinos, ou l'architecte de 1921, qui est à la fois le dialogue platonicien avec l'héritage de Mallarmé, celui sur le hasard, et l'impératif typographique total.
la détermination de la pensée par l'imprimeur, par ce qui est permis, un nombre de caractères. Chaque argument doit essayer d'équilibrer l'autre. Habitant les souterrains, les royaumes de la mort, Socrate et son interlocuteur sont émancipés de la servitude du corps. Alain, vous savez, la France est un pays très mystérieux. On permet à un professeur de lycée, le plus grand, Alain, d'enseigner à des jeunes, je cite, « Toute vérité, c'est l'oubli du corps. » Toute vérité, c'est l'oubli du corps. Dire ça à des jeunes gens, je ferme ma parenthèse. C'est comme M. Varel, un peu. Alors, la construction architecturale va conjoindre au degré suprême le détail infiniment précis, la stabilité de la forme et le mouvement internalisé. Un grand bâtiment est un mouvement, est en mouvement, se meut. Ce n'est que l'architecture qui peut remplir notre âme, je cite, avec l'expérience totale des facultés humaines. C'est là que la demande de Descartes pour clarité et distinction, clair et distinct, se réalise. Presque paradoxalement, Valéry dit « Toute inspiration est un acte de volonté ». Nous croyons, la plupart de nous, je crois, que l'inspiration, c'est presque le contraire d'un acte volontaire. Pas pour Valéry, qui dit, vous le savez très bien, dans la dédicace de la jeune Parc, « Je m'astreins à l'art du vers ». S'astreindre. Il n'y a pas pour M. Valéry d'inspiration libre. Il y a la contrainte, il y a l'astreinte, si on peut dire ce mot. Plus que toute autre réalisation esthétique, l'architecture va nous faire sentir l'immédiat de la présence divine. C'est l'essence du temple grec. Et j'espère qu'il y a bien des gens dans cette salle qui ont déjà vu ou qui verront le temple de sagesse en Sicile, qui est l'ultime sommet de la beauté. C'est la preuve qu'il y avait une fois, comme a dit Hölderlin, que les dieux étaient en visite sur la terre. Devant le temple de sagesse, vous saurez ce que ça veut dire. Je voudrais ajouter avec Henry Adams, le grand penseur américain, que Chartres montre que la Vierge a une fois été en visite sur la terre. Et puis j'ajoute, moi, ridicule, mon tout petit épilogue. Au coucher de soleil, le musée de Bilbao est pour moi la preuve qu'il y a eu des hommes sur cette terre. C'est ce qui parfois on doit mettre en doute. Mais ce bâtiment de Guéry, après Chartres, après sagesse, ça peut soutenir la comparaison. Alors, dans ce dialogue, il s'agit, Eupollinos va essayer de montrer que connaître le monde, c'est le construire, comme le démiurge dans le Timée de Platon. Et Socrate, dans ce dialogue, éprouve des doutes douloureux, cuisants, devant la vanité d'un argument verbal, d'un argument dialectique qui ne construit rien comparé à un temple, comparé à un bâtiment. Assez de caractère jusqu'à la dernière pointe. Ils l'ont compté. Le dialogue, l'âme et la danse est rempli presque au point d'être précieux par les références à Mallarmé et Debussy. C'est le grand moment où Valéry réunit Mallarmé et Debussy. La puissance de la danse va se saisir des partenaires dans le dialogue. C'est l'instant qui engendre la forme, c'est la forme qui met l'instinct, qui fait l'instinct visible. Socrate affirme que la danse articule les métamorphoses du courant d'énergie de l'univers.
mais d'une façon strictement disciplinée. D'une façon, et je cite, la danse, elle est une algèbre. La danse est une algèbre pour Valéry, aussi pour d'autres penseurs. La formule de Mallarmé était, il la cite, l'équation qui est au sommet de toute fantaisie. L'équation qui est au sommet de toute fantaisie. Le concetto de la danse, il y a la danse des corps célestes, déjà au début de la pensée en Occident. Cette danse sera reprise par les esprits bénis dans le Paradiso de Dante et avant tout dans le grand tableau de Matisse, quand les danseurs se donnent la main dans l'immense cercle. Autre petite note liminaire, au MoMA à New York et ici à Paris, ce sont des petites versions. Voler l'argent, voler une banque, emprunter, faites du chantage à vos... Allez à l'Ermitage pour voir le vrai Matisse. Vous montez les escaliers vers ce tableau qui en Russie est en pleine taille, comme Matisse le voulait, immense. Et les personnages qui se donnent la main, les danseurs rouges, dansent devant vous. Il est en mouvement, on ne peut pas le voir comme statique, il est en mouvement total. Mais il lui faut cette taille majestueuse qui a permis à Matisse de réaliser cette vision. Ultimement, le corps humain va retrouver ses limitations mortelles, la gravité qui lui impose le repos. Mais il reste en nous l'impulsion du mouvement éternel. Composé en 1943, à un moment où il était déjà souffrant, et quel moment atroce, très concis, le dialogue de l'arbre de Paul Valéry nous amène au cœur même du thème de ces 3 soirées. Valéry était en train de traduire admirablement les bucoliques de Virgile à ce moment, et comme dans les 2 premiers dialogues, il se retourne vers la Grèce. Le sujet, mais c'est un mot beaucoup trop pauvre, est celui de la croissance organique, du déploiement de l'intérieur, de la crescenza, c'est le mot de Dante, comment une chose croît de l'intérieur, comment un arbre s'épanouit, s'ouvre. Écrit dans une prose dans laquelle le vers est toujours... Le vers est tout près, tout près. Ce n'est pas du tout de la prose poétique. Valéry est beaucoup trop grand pour faire ça, c'est trop facile. Mais le vers vient chuchoter aux limites de cette très belle prose. Ce dialogue se définit comme un échange de toute une vie entière avec le grand ami qu'était André Gide. Si nous écoutons discrètement, on assiste à cette conversation d'une vie entière entre Valéry et Gide. Les mots vibrent avec la magie de la musique. Valéry avait publié un essai sur Bossuet qui cristallise ses trouvailles et ce qu'il a voulu faire dans ce dialogue. Les structures de l'expression chez Bossuet ont une sorte de réalité qui dépasse le sens abstrait de l'idée. Ce sens de l'idée, je cite encore, n'en est qu'une ombre. C'est l'expression qui leur donne leur corps. Fût-il verbal ou matériel, il y a l'élégance d'une pensée en mouvement, la chorégraphie de la pensée. Car, et je cite, quand les lieux sacrés sont déserts, quand l'arbre pousse sur les marbres, l'arc, le portail reste. La philosophie nous enseigne, Valéry, va durer en vertu du génie stylistique. La sténographie, la bande magnétique,
rendent à la philosophie actuelle, à celle du XXIe siècle, certains aspects du viva voce, de la spontanéité de la voix, du parler. On se parle de plus en plus. Et il y a dans la possibilité sérieuse du Internet, du web, tous les éléments du dialogue, plutôt que de la prose monumentale et qui ne se corrige pas du système. L'ordinateur se corrige à chaque moment. Il se reprend, il se modifie, il peut se moquer de lui-même, il peut s'ironiser, il peut varier la voix et inviter la voix de l'autre. L'enseignement de Wittgenstein, par exemple, survit dans le format de notes fragmentaires, de notes prises par ses auditeurs, de conversations notées par ses élèves et ses intimes. Sur les bancs de l'Ilissus du petit fleuve, aux abords d'Athènes, sur les bancs du petit fleuve où je vis, du Cam à Cambridge, on se promène à l'air frais en causant philosophie, pour Wittgenstein. Même un mangeur, un cannibale de mots comme Heidegger, l'édition va dépasser 100 volumes, l'édition complète va dépasser 100 volumes, communique ce qu'il a voulu dire sur le langage en forme de dialogue noté en sténographie par un visiteur japonais. Le texte, il est merveilleux, on l'a en poche en français. Le dialogue sur le langage sont les notes prises par son visiteur qui vient du Japon, lui poser la question qu'est-ce que c'est que le langage, Monsieur Heidegger. Il y a dans le génie du XXIe siècle et de la fin du XXe une sorte d'anti-autorité, d'anti-système. L'enseignement reprend un peu de son oralité originale, de son rôle ancien. Le séminaire, avec les assistants qui interviennent, avec le duel, au bon sens, les grands séminaires dans ce siècle, dans notre époque, qui marquent toute l'histoire de la philosophie, celui de Léo Strauss à Chicago, celui de Kojève à Paris, mais il y en a bien d'autres. C'est autour d'une table, c'est dans un contexte parlé que se développe la pensée. Nous avions à l'université de Chicago une règle merveilleuse. Le freshman, le débutant, avait le droit d'entrer dans le séminaire doctorant à condition qu'il s'assoie contre le mur et qu'il n'ouvre pas la bouche. Une très belle idée, une très belle règle. Et c'était le séminaire de Léo Strauss sur la police ancienne, la ville ancienne. Je me précipite, bien sûr. Léo Strauss, petit, trapu, une force de la nature, entre et dit « Messieurs, mesdames, ne sera jamais mentionné dans cette salle le nom de, je n'entends pas le nom, j'étais beaucoup trop nerveux, qui est bien sûr incomparable, ça j'ai compris, who is of course incomparable. » Et à la fin de la séance, je m'approche d'un des vrais doctorants assis à la table, je dis « Est-ce que vous pouvez écrire le nom ?» Mais avec plaisir. J'avais jamais entendu le nom, Martin Heidegger, qui est strictement incomparable. Je me précipite en courant, il faisait un vent presque parisien, à notre grande BU de Chicago, 8 millions de livres, et je prends Sein und Zeit. Et j'arrive pas à dépasser la première phrase. Ça m'a donné un coup physique. Ça a décidé peut-être de beaucoup de ma vie. J'ai pas pu dépasser la première. Mais c'était le début du séminaire de Léo Strauss sur la ville ancienne. Et à quel point les séminaires de Kojève ont marqué la littérature française et la pensée française. Ou certains séminaires dans cette maison, certaines séances avec Althusser. Alors nous revenons peut-être aux formes du dialogue, à la possibilité de laisser flexible, de laisser en doute de lui-même
le processus de la pensée. C'est un procédé très risqué. Très souvent, ça ne marche pas. Très souvent, on quitte la salle exaspéré, déçu. Mais il a aussi la grande force d'une spontanéité honnête et du drame, de nous faire comprendre à quel point une grande pensée est aussi un drame. Et c'est sur ce point-là que je voudrais débuter vendredi. Maintenant, la place est aux questions. Alors, qui... Correction. Qui veut corriger le propos qui vient d'avoir lieu? Doute, provocation, révolte. Bonjour monsieur. J'avais une question un peu difficile, enfin c'est la réponse qui va être difficile à mon avis. J'aimerais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire contre le fait qu'aujourd'hui le dialogue soit mis à toutes les sauces. Qu'on peut faire contre. Vous me dites non. Oui, contre le fait que le dialogue soit mis à toutes les sauces aujourd'hui, qu'on utilise l'expression dialogue dans toute une série de contextes. Mais pourquoi pas? Quel est l'obstacle? Non, je voudrais comprendre votre pensée. Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que en fait, sous le... Je ne sais pas si vous m'entendez là. Parce que j'ai l'impression qu'en disant dialogue en permanence, on met des gens les uns à côté des autres et qu'en fait, on finit par croire que dialoguer, c'est parler les uns à côté des autres. Et qu'il suffit de... Vous avez employé souvent le terme de courtoisie, de cortesia. Est-ce que ça suffit, par exemple, pour qu'un dialogue ait lieu? Voilà. Merci, je vous comprends mieux, mais votre visage me dit qu'il y a un programme dans votre question, qu'il y a une provocation idéologique importante. Je sais très bien ce que vous voulez dire et de quoi vous parlez vraiment. Et je suis très d'accord avec vous. Le dialogue présuppose la dignité totale de l'autre, présuppose qu'à un certain moment, on pourrait dire « je me suis trompé, c'est vous qui avez raison ». C'est très, très difficile, vous avez parfaitement raison d'invoquer la chose que vous ne dites pas, mais que nous savons, vous et moi, exactement de quoi vous parlez. Au moment avant une de ces batailles décisives à Naseby, Cromwell, qui n'aimait pas se laisser contredire. Non. Cromwell se tourne à ses généraux et dit, par les entrailles du Christ, by the bowels of Christ, n'oubliez jamais, ye may be mistaken. Peut-être nous sommes en erreur. C'est un moment formidable. Avant la bataille décisive. Peut-être nous faisons erreur. La psychologie aurait dit, il ne faut pas dire ça à ses généraux au moment. Mais il avait raison. We may be mistaken. Et aujourd'hui, il y a certaines situations infiniment tragiques qui semblent non négociables. Parce qu'il n'y a pas le minimum de confiance
dans l'autre. On ne peut pas concevoir qu'on se trompe. Et c'est à ce moment-là que les choses deviennent mortellement dangereuses. Mais j'accepte tout le poids de votre question. Bonsoir. Quand vous parlez de Galiléo, beaucoup de choses que vous mentionnez m'ont fait penser à un autre pensateur qui peut-être aussi a un rôle très important dans cette chronologie que vous avez fait. Mais je ne sais pas si je me trompe. Qu'on pouvait aussi dire Galiléo, on pouvait aussi dire Giordano Bruno. Mais... Bien sûr. Très bonne question. Les dialogues admirables de Giordano Bruno, les Cenere, et qui, vous le savez, est probablement le reflet d'une rencontre actuelle dans la maison de Sydney à Londres. Bruno, mais qui n'a pas fait ou essayé de faire des dialogues? Il y en a même un très court, très mauvais chez Descartes. C'est vraiment l'ennemi du dialogue, pour de bonnes raisons sans doute. Non, mais Bruno, un des très grands. Et ne faudrait-il pas ajouter à notre palmarès, pour dire les choses bêtement, les frères Karamazov, le dialogue du grand inquisiteur qui va marquer toute l'imagination moderne. Oui, où s'arrêter avec notre thème? Mais je répète, nous n'avons pas encore l'étude qu'il nous faut sur les personae dramatis, les personnages platoniciens, les mouvements humains fantastiques, les évasions, les mensonges, les prétentions, les défaites, les rages. Vous le savez très bien, plusieurs personnages dans la République partent. Ils ne peuvent plus subir la pression ironique de Socrate. Ils fichent le camp, j'en ai assez de ça, ils disent. Et d'autres restent captivés par la magie du processus. Quel dramaturge, quel incomparable dramaturge. J'ai entendu ici, au début des années 90, René Thom dire que Aristote a écrit l'Organon comme une technologie contre le mensonge. C'est-à-dire qu'en lui-même, il était en dialogue avec toute la sophistique, l'erreur organisée de son époque. C'est pour ça que j'ai dit que je m'imagine mal ce qu'auraient pu être les dialogues perdus d'Aristote. Oui. Et Einstein, Hadamard avait posé à Einstein une question. Là, vous voyez, je réponds à deux questions que j'avais posées la dernière fois. La question de savoir quelle est la fonction du langage dans l'écriture mathématique du monde. Dans les années 40, Hadamard était un mathématicien français qui s'est réfugié à New York et qui voulait faire un traité psychologique sur le discours créateur des scientifiques. Et Einstein répond, et justement là aussi c'est une réponse à la question que vous avez posée la séance dernière, je veux voir qui peut penser son langage. Einstein, dans le rapport au monde, dialogue avec le monde hors langage. La représentation du monde est purement intuitionnelle et la considération de la formulation en termes mathématiques des lois du monde pose pour lui une difficulté considérable. La question que je voulais poser, voilà, j'en viens à la question. Je passe de la philosophie à la physique, maintenant aux mathématiques. Vous avez déjà posé 10 questions. Alors... Non, il n'y avait pas de question jusque-là. La question est la suivante. Permettez-moi. D'accord, si vous voulez. Permettez-moi. Je passe devant un bureau à l'Institut à Princeton, devant une salle de travail. La porte était ouverte, il faisait très chaud. Et des jeunes mathématiciens russes, japonais et américains travaillent avec une vitesse incroyable à la série des tableaux noirs, sans échanger une seule parole. Ils ne pouvaient pas échanger de parole. Il n'y avait entre eux aucun langage en commun. C'était avant que l'Américain devienne un peu
le parler de tous les scientifiques. Non, il n'en avait pas besoin. Il réalisait le rêve de Leibniz, la characteristica universalis, où on ne peut rien traduire, mais où on peut tout comprendre immédiatement. L'algèbre, la logique symbolique, on peut se taire entièrement et travailler ensemble. Ça a été pour moi une très grande leçon sur les limites du langage. Oui, excusez-moi, mon français est très approximatif. Il y a un critique littéraire contemporain qui a dit l'expérience de la littérature is solipsizing and isolate glory. Et il a dit que la raison pour laquelle on lit n'est pas parce qu'on voudrait parler avec les autres. Il dit l'ultime but de la littérature est de savoir parler à soi-même. Pourriez-vous commenter sur ça? Absolument vrai, mais le parler à soi-même est déjà un dialogue. C'est à ce moment-là que le jeu de Rimbaud devient un autre. C'est exactement là que s'établit l'échange. Et si la fatigue ou l'arrogance ou quoi que ce soit vous empêche d'entendre l'autre voix dans le livre ou alors posez-le, fermez le livre, taisez-vous, dormez, faites une promenade. Une lecture est un dialogue. Et on peut dire, il y a un très beau texte antisémite, très beau texte, contre les Juifs à Vienne, de Luege, le maire qui était le maître de Hitler. Qu'est-ce que c'est qu'un Juif? C'est quelqu'un qui, quand il lit un livre, il a toujours un crayon en main, parce qu'il est convaincu qu'il en écrira un meilleur. J'adore ça. C'est une des définitions qui me semble vraiment superbe et très, très vraie. Alors, il faut le crayon. On en écrira un meilleur. Et vous savez quelles sont les études of marginalia, des notes en marge, des grands livres qui sont en marge, et les fatalités telles que la marge de Fermat, où il a fallu 300 ans pour résoudre.